bonjour à toutes et à tous. Vous êtes connectés sur les rendez-vous du GP16 que Robert, président de ce groupe professionnel, vous présentera dans la foulée. Donc, aujourd'hui, on est sur une conférence concernant l'IA et l'impact sociétal qui va être animée par Anne Duhamel. Un petit rappel sur ces rendez-vous. En fait, on traite de différents thèmes d'actualité. Ces visioconférences sont enregistrées pour vous pouvez récupérer les replays sur le YouTube de notre groupe GP16 et on discute de différentes thématiques. On est sur un format d'une heure, généralement sur la pause méridienne, pour vous tenir informé de divers sujets d'actualité. Aujourd'hui, en l'occurrence, sur l'intelligence artificielle. Et n'hésitez pas à nous solliciter. Le but de ce groupe étant de pouvoir multiplier les échanges et animer le réseau. Je vous demande d'avoir vos micros coupés. Si vous voulez pas être enregistré visuellement, ben, de couper vos caméras. Euh, et l'ordre du jour, Robert va vous faire une petite présentation rapide du GP nouvellement nommé GP16 Entrepreneurs et Territoires. Et ensuite, on laissera la place à Anne pour présenter le sujet de l'intelligence artificielle et de l'impact sociétal avec une séance de questions-réponses. Et Philippe nous parlera un peu de deux projets euh, en lien avec l'école et la thématique. Robert, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de ce rendez-vous du GP16. Alors, juste une question de rappel un peu historique, puisque au niveau des arts et métiers, on a réduit le nombre de groupes professionnels. Et moi, j'ai l'honneur de présider le nouveau GP16, qui est en fait constitué d'un GP d'origine GP 41 qui était sur les territoires et un GP 35 qui était plutôt sur la partie entrepreneuriale. Donc la combinaison des deux en GP 16 permet d'avoir de l'ordre de 600 membres aujourd'hui et de pouvoir bien traiter les thématiques territoriales et de développement industriel au niveau territoire. Alors, notre ambition, c'est effectivement de pouvoir alimenter et apporter des informations à un ensemble d'entreprises dans lesquelles les Gazars sont très bien représentés, que ce soit des TPE, PME et ETI. Et donc, comme je l'ai dit, de favoriser les échanges entre ces dirigeants sur des thématiques. Donc, en promouvant l'entrepreneuriat. Alors, on fait partie d'un process de mentorat des élèves, hein, du cursus Entreprendre aux arts et métiers et en association avec l'incubateur Arts et métiers. Et de même, on favorise dans la population des startups l'émergence d'entreprises à fort potentiel par le biais d'informations et de formations, non seulement de webinars comme aujourd'hui, mais également des cursus de formation animés par des membres du club. Et enfin, on suscite des collaborations entre les dirigeants des différentes entreprises à qui on s'adresse. Tu peux, Emmanuel, passer la slide Ok. suivante. Ben, merci Robert. Et donc Alors du Anne, coup, ben, avant que Anne prenne la parole, si tu n'as pas coupé le son en ce qui me concerne, j'aurais rappelé que Anne, on a le plaisir d'accueillir Anne, qui est impliquée aujourd'hui dans de nouvelles activités au sein d'un cabinet conseil qui s'appelle Arclès. Mais je rappelle son riche
sa riche expérience, puisqu'en fait, elle a travaillé chez General Electric, chez Genpact, c'est Syngenta, j'en oublierai certainement beaucoup. Elle est certifiée Lean Six Sigma, Master Black Belt et certifiée coach ICF. Elle est également diplômée de l'exécutif MBA de l'INSEAD. Elle est certifiée MIT et elle travaille aujourd'hui sur les questions de stratégie et de digital, comme je l'ai dit, chez Arclès. Et elle va nous présenter aujourd'hui l'IA et son impact sur la société. Anne, j'ai dû oublier beaucoup de choses. Si tu veux en Merci beaucoup. rajouter, n'hésite Merci, pas, mais je te passe la parole. merci Robert pour cette introduction. Euh, alors, quand on m'a proposé de parler un petit peu et de partager mes connaissances sur l'IA et l'impact sociétal, euh, je me suis retrouvée tout de suite en fait avec trois chapeaux entre guillemets sur la tête. Le premier chapeau, bien entendu, c'est le chapeau de la transformation pour les entreprises. C'est encore le sujet sur lequel je travaille. J'accompagne des sociétés dans leur transformation, que ce soit dans les organisations, la manière dont ils travaillent, mais aussi dans les processus. Et j'ai la chance de pouvoir faire ça au sein du cabinet Arclès. Euh, et puis, il y a deux autres chapeaux qui ont été une évidence pour moi et que je voudrais partager avec vous parce ils font partie de cette présentation aussi. Euh, le deuxième chapeau, c'est je suis mère, maman de deux enfants qui ont 11 et 13 ans. Et forcément, l'intelligence artificielle et la manière dont elle est vécue dans nos sociétés impacte nos rôles en tant que parents et pose beaucoup de questions sur tout simplement l'éducation, quelles sont les compétences que nos enfants vont devoir développer ou continuer à développer dans le futur. Donc ça, c'est le deuxième chapeau. Et bien entendu, le troisième chapeau est un chapeau un petit peu plus personnel, mais l'intelligence artificielle a déjà sauvé ma vie d'un point de vue médical, et donc c'est forcément un sujet qui me touche. Et donc je viens avec vous aujourd'hui avec ces trois chapeaux, pas seulement le chapeau de transformation pour les entreprises. Alors, euh, bien entendu, mon objectif, c'est donc de partager ce que je sais, ma connaissance, mon expérience, mais aussi peut-être de vous amener à vous poser des questions, peut-être avoir des débuts de réponses, en tout cas à vous faire démarrer un parcours de découverte de l'IA et des impacts de l'intelligence artificielle dans le futur. Vous imaginez bien que c'est un sujet extrêmement vaste et que donc on va juste pouvoir l'effleurer ensemble aujourd'hui, mais vraiment, je vous invite à, à continuer par la suite, euh, à avoir beaucoup de curiosité sur ce sujet parce que je pense que euh, l'intelligence artificielle est en train de redessiner le monde dans lequel nous vivons, non seulement au niveau de notre job, mais aussi au niveau de ce qui nous représente, de l'humain, tout simplement. Alors, je voudrais d'abord faire un petit rappel sur les fondamentaux de l'intelligence artificielle et peut-être que vous pouvez me mettre dans le chat. Vous allez voir, j'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup les interactions. Peut-être que vous pouvez me dire un petit peu dans le chat à quel point vous connaissez l'intelligence artificielle, vous êtes familier, vous l'utilisez, peut-être par exemple en répondant à la question voilà, sur une échelle de 1 à 10, est-ce que je l'utilise jamais? 10, je l'utilise tous les jours et ça m'impacte au quotidien. Philippe, 8. Est-ce que d'autres personnes ont des 5, 2, 6, 7.
Oui, donc on voit que pas mal de gens qui l'utilisent au quotidien et qui se sentent impactés, et puis d'autres qui l'utilisent moins ou qui se sentent moins impactés. Merci. Alors, euh, je pense que ce qui est important à connaître de l'intelligence artificielle, et je vais pas reprendre dans les fondamentaux, mais euh, il y a l'intelligence artificielle générative, bien entendu, qui permet de générer du texte, des images, des vidéos. Et puis, il y a l'intelligence artificielle agentique. Et cette intelligence artificielle-là peut prendre des décisions. Et c'est vraiment la grande distinction entre ces deux types d'intelligence artificielle. Et c'est une dichotomie qui est importante à garder en tête parce qu'en fait, il n'y a pas une intelligence artificielle, il y a des intelligences artificielles. Alors, il y a trois personnes euh, que je vous recommande de suivre pour rester, je dirais, au goût du jour sur l'intelligence artificielle. Et je vais prendre juste 2 minutes pour partager avec vous le nom de ces trois personnes et leurs spécificités. Ce sont tous les trois des pères de l'intelligence artificielle. Il y a Yann LeCun. Yann, c'est Y-A-N-N, plus loin LeCun, L-E-C-U-N, qui, lui, jusqu'à récemment, travaillait chez Meta et a décidé de créer sa start-up. Il a eu le prix Turing avec deux autres personnes qui s'appellent Joshua Bengio. Bengio, c'est B-E-N-G-I-O et Joshua, Y-O-S-H-U-A. Et Geoffrey Hinton, Hinton. Ces trois personnes ont une vision très différente de l'intelligence artificielle en ce qui concerne ses impacts, positifs ou négatifs. Yann est beaucoup plus positif. Euh, il continue à faire énormément de recherches pour développer l'intelligence artificielle et il travaille actuellement donc, dans sa nouvelle start-up à euh, créer une intelligence artificielle prédictive. Et puis Joshua Bengio et Geoffrey Hinton qui, eux, questionnent énormément ce qu'ils ont créé en réalité. Et ça pose une question vraiment fondamentale sur l'intelligence artificielle et les risques que l'on engage avec l'intelligence artificielle. Joshua a créé une organisation euh, non-profit euh, qui est basée au Canada et dont l'objectif est de limiter les risques qu'il croit que l'intelligence artificielle va avoir sur notre société. Et Geoffrey Hinton, lui aussi, est très focalisé sur les risques. Il a une vision encore plus, je dirais, négative que Joshua Bengio. Lui, il pense vraiment on est face à un questionnement de la société. Donc ces trois personnes-là sont importantes. Alors, au-delà donc des enjeux de la technologie, bien entendu, euh, il y a vraiment beaucoup de mouvements. Le premier mouvement qui est très important, c'est une fracture numérique. Il y a les gens qui ont accès à l'intelligence artificielle et des gens qui n'y ont pas accès. Il y a des gens qui sauront l'utiliser et d'autres personnes qui ne sauront pas l'utiliser. Et ça crée vraiment une fracture numérique qui va amplifier en fait les fractures sociales, les fractures géographiques. Certaines régions dans le monde savent et utilisent l'intelligence artificielle au quotidien, alors que d'autres n'y ont tout simplement que très très peu accès. La deuxième chose, c'est que ça questionne nos valeurs. On parle d'équité, de transparence, mais ça touche la sécurité, ça touche la liberté, euh, ça touche des notions comme la paix dans le monde ou tout simplement l'environnement.
Donc, on voit vraiment que l'intelligence artificielle rentre dans nos sociétés et dans nos valeurs à des niveaux pour lesquels, en fait, aucune autre rupture technologique n'est rentrée. Et puis après, se pose aussi la question de nos compétences. Et je dirais qu'au niveau des compétences, bien entendu, la créativité, la capacité à mémoriser, l'esprit critique, mais aussi comment est-ce que on définit ces compétences, c'est-à-dire comment est-ce qu'on les utilise? Est-ce qu'on les utilise plus au niveau individuel ou plus au niveau collectif? Euh, Tout ça sont des enjeux absolument essentiels pour l'intelligence artificielle. Si je prends maintenant une vision qui serait plus une vision euh, définie par les grands pôles, les grands pôles géographiques que l'on a, bien entendu, on a les mastodontes hein, qui sont aux États-Unis. Euh, et je vais pas rentrer plus dans le détail, mais c'est vraiment eux qui sont l'engin de l'intelligence artificielle. Il y a la Chine qui euh, est aussi extrêmement forte en intelligence artificielle et qui se focalise beaucoup sur les robots. Et on note d'ailleurs que le nombre de nouveaux brevets en Chine dépasse maintenant très largement le nombre de nouveaux brevets qui sont aux États-Unis par rapport à l'intelligence artificielle. Et puis il y a l'Europe qui, elle, a choisi une stratégie qui est beaucoup plus orientée sur euh, toutes les réglementations. Donc, vous connaissez l'acte sur l'intelligence artificielle avec une approche beaucoup plus focalisée sur les risques et le management de ces risques. Donc, on voit bien que cette question, ces questions je dirais, de grande force de pouvoir sur l'intelligence artificielle dans un monde comme le nôtre, a aussi bien entendu des impacts, que ce soit militaires, de sécurité, de pouvoir ou de souveraineté. Euh, Peut-être juste, enfin, si vous avez l'opportunité de vous pencher sur l'IA et sur la cybersécurité, c'est un sujet absolument crucial au cœur de l'intelligence artificielle. D'après toutes les recherches que j'ai regardées, euh, une des raisons pour lesquelles les entreprises, par exemple, et je prends juste l'exemple des entreprises, ne réussissent pas à implémenter l'intelligence artificielle et à atteindre les objectifs qui se sont fixés dans leur projet de transformation, c'est parce qu'ils ont sous-estimé l'impact de la cybersécurité sur le budget que représentent euh, ces types de développement. Et à la louche, on recommande que le budget pour implémenter une intelligence artificielle au sein d'une entreprise euh, doit représenter au moins 40% en termes de cybersécurité. C'est énorme. On n'a jamais eu ce type de montant au niveau des entreprises juste pour se protéger. Euh, Alors, il y a aussi une autre notion qui est importante à avoir et à connaître, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle open source. Il y a deux grandes, je dirais, philosophies euh, qui se télescopent, entre guillemets. Il y a l'intelligence artificielle qui, en fait, est programmée et créée par les mastodontes. Et il y a l'intelligence artificielle open source
est en fait la possibilité de mettre tout simplement, je dirais dans un pot commun, euh, tout ce que l'on a appris de l'intelligence artificielle en termes de coding, d'accès, de sécurité. C'est un peu comme une grande librairie à ciel ouvert. euh, qui en fait préserve une certaine forme d'équilibre. Et en Europe, on est très focalisé sur l'intelligence artificielle open source. Euh, et c'est, je pense, une des manières que l'on a trouvé pour jouer un peu un contrepoids par rapport aux autres géographies comme les États-Unis et garder un certain équilibre. Alors, je voudrais juste, avant de passer à la prochaine partie de la présentation, savoir si vous avez des questions. Et je me propose juste de m'arrêter pendant euh, 4 minutes. Si vous avez deux questions, je serais ravie de les prendre à ce moment. Alors, j'aime plus ces Mistral. Alors, n'hésitez pas ou à lever la main ou ouvrir votre micro. Alors, la question de la bonne maille, et je vais rester assez générique, mais je pense qu'on est tous en train, en fait, de découvrir, d'expérimenter. Euh, euh, ce qui est sûr, c'est que la bonne maille, c'est celle qui nous permettra de contrôler le plus possible les risques relatifs à l'intelligence artificielle. Euh, je regardais hier soir une vidéo justement de John Hinton qui expliquait qu'il était incapable lui-même de savoir ce qui allait se passer dans les 1 an et demi, 2 ans relatifs à l'intelligence artificielle et il prenait l'image, par exemple, d'une voiture qui est dans le brouillard. Voilà, on voit juste à très court terme, c'est extrêmement difficile d'anticiper. Alors, bien entendu, il y a beaucoup de rapports qui essayent de nous donner une perspective 2030, 2034, 35. La réalité, c'est que même les pères de l'intelligence artificielle n'ont aucune idée de ce que va devenir l'intelligence artificielle demain. Et beaucoup de questions se posent aussi sur euh, euh, quid de la pensée pour l'humain. Qu'est-ce que c'est que penser maintenant? Qu'est-ce que ça sera que penser dans quelques années? Donc, oui, ça génère des questions absolument fondamentales. Alors, absolument. Alors, je reviendrai un petit peu sur les soft skills dans nos compétences. Euh, et donc, je prendrai la question sur les soft skills un petit peu plus tard dans la présentation, puisque j'évoquerai cette partie-là. Euh, oui, je suis aussi d'accord, il y a une accélération massive de la Chine sur les robots. Absolument. Et bien entendu, c'est lié aux investissements industriels. Alors peut-être juste sur l'intelligence artificielle et les industries et les entreprises. Je catégorise en fait trois grandes sortes d'entreprises. Il y a les, les entreprises françaises du CAC 40 qui implémentent l'intelligence artificielle. Elles peuvent se permettre de faire des pilotes, de tester, d'essayer, de faire des grandes implémentations. Il y a les startups qui sont, elles, extrêmement friandes de l'intelligence artificielle et qui en font en fait une capacité pour
tout simplement accéléré. Et puis, on voit moins de pénétration au niveau des ETI, des PME ETI. Et ça, c'est assez intéressant aussi à observer. Parfait. Alors, je vous propose donc de passer à la deuxième section de cette présentation, qui est plus focalisée donc sur les entreprises. Euh, j'ai appelé ça entre guillemets l'effet Kodak. On se souvient tous de Kodak. En fait, euh, aujourd'hui, l'intelligence artificielle au niveau des entreprises, on n'a pas le choix. Et ça, j'en suis absolument convaincue. Les entreprises n'ont pas le choix que de se poser la question de l'intelligence artificielle. Parce que si elles ne le font pas, leurs concurrents le feront. Euh, Déjà, il était difficile d'avoir des succès dans tous les projets de transformation d'une entreprise, hein. 70% des projets de transformation en général rencontrent des challenges. Euh, pour les projets de l'intelligence artificielle, c'est 95% des sociétés qui ont des challenges. Cependant, si on ne regarde pas les opportunités que l'intelligence artificielle peuvent apporter aux entreprises en termes de productivité, en termes de marché, je pense que les entreprises, tout simplement, auront à manager un niveau de concurrence qui fera qu'elles seront face à un moment donné à cette question. Et cette question, il ne faut pas l'éviter, même si effectivement notre visibilité, comme je l'ai dit, euh, n'est pas claire à court terme. Alors, les facteurs clés, je dirais, de succès d'une transformation en général, et Emmanuel, peut-être peux-tu aller. Ouais, alors juste, tu as une question sur Oui. cette page, donc j'en profite. Peut-être, quelle est la référence pour les 95% d'échecs? Alors, c'est une étude du MIT qui est sortie cette année. Et dans les 95%, donc c'était 95% par rapport aux objectifs qui s'étaient fixés. Et les objectifs qui se sont fixés peuvent être des objectifs de productivité, par exemple, ou des objectifs de budget. En moyenne, quand on commence à faire une implémentation dans une entreprise assez significative sur l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de budgets que l'on sous-estime. Et un des drivers, c'est ça, c'est cette capacité à investir et à être réaliste par rapport à l'impact de ces budgets-là et donc à l'impact sur le retour sur investissement. Alors, euh, je voulais juste prendre une minute pour partager avec vous ce qui, selon moi, est absolument critique pour n'importe quel projet de transformation. Euh, le premier aspect, c'est tout ce qui concerne l'alignement stratégique. Euh, c'est ce que moi j'appelle l'effet girafe. C'est-à-dire cette capacité à savoir exactement où est-ce que vous voulez aller, pourquoi est-ce que vous voulez y aller. Et ça, c'est une question clé qui est vraie pour n'importe quel projet de transformation, y compris les projets de transformation d'intelligence artificielle. Il ne faut pas implémenter l'intelligence artificielle à tout va. Il faut vraiment avoir un objectif clair, une stratégie claire. Le deuxième aspect, et là c'est ce que j'appellerais le côté un peu éléphant de toute transformation, c'est bien entendu les fondamentaux. Avoir une équipe compétente pour faire le projet, avoir une gouvernance clé, avoir un management des risques qui soit proactif, qui soit anticipé, et bien entendu avoir une mesure claire des objectifs avec des timings très, très précis. Sur
la transformation par rapport à l'intelligence artificielle, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte euh, que j'ai exposés sur la page suivante. Alors, un des facteurs, bien entendu, c'est le choix de la solution technique. Est-ce que j'achète ou est-ce que je construis en interne? Et ça, il n'y a pas de réponse toute faite, c'est vraiment en fonction de la maturité de votre industrie, et de la maturité, bien entendu, de votre organisation. La deuxième chose, c'est l'importance de la donnée. L'importance de la qualité, l'importance de la protection de cette donnée, la question de la gouvernance de cette donnée, de la sécurité, bien entendu, et de cette donnée, euh, mais aussi, bien entendu, tout le management de la cybersécurité dont on a parlé plus tôt dans la présentation. Et puis, il y a ce que j'appelle le plug and play. Alors, pour moi, le plug and play, c'est un peu comme euh, sur un jeu d'échecs, c'est-à-dire être capable d'anticiper deux, trois coups en avance. Et c'est probablement ça qui est le plus difficile. Pour vous donner juste un exemple, euh, alors je ne sais pas si vous avez tous connu les BlackBerry. Mais les BlackBerry, en fait, c'était ces téléphones professionnels un petit peu perfectionnés où on pouvait planifier, etc., recevoir des courriers, téléphoner. Et ils avaient des touches, en fait. Des touches en plastique. Et à chaque fois que quelque chose de nouveau était développé par la société BlackBerry, eh bien, forcément, ces touches en plastique, cet écran évoluait et ça impliquait de devoir racheter un nouveau BlackBerry. Euh, L'iPhone, Apple, a complètement révolutionné ça en permettant en fait d'avoir l'écran comme clavier et donc de ne plus avoir cette idée de rajouter une nouvelle contrainte pour pouvoir adapter les nouveaux logiciels et l'écran et d'avoir cette synchronicité. Et c'est un peu cette image-là de plug and play qui est absolument importante. Quand une entreprise investit dans l'intelligence artificielle, elle doit se poser la question non seulement du coût, de l'étape de l'intelligence artificielle, mais aussi de euh, euh, comment j'ai envie de le designer, de quoi est-ce que j'ai besoin pour rester flexible, pour rester agile. Et ça, c'est des questions extrêmement complexes. Donc, je voulais juste donner cet exemple-là parce que ça donne vraiment une idée de comment certaines fonctions dans l'entreprise, des fonctions transversales, toute entreprise a une fonction finance, euh, mais toute fonction transversale va pouvoir être impactée par l'intelligence artificielle et par le degré de stratégie et de pensée qu'on va pouvoir mettre dans des sujets tels que le budget. Alors, je voudrais passer maintenant au sujet du leadership et de la collaboration avec l'intelligence artificielle. Robert, si tu pouvais aller sur la page 20, ça serait super. Merci. Alors, leadership et collaboration avec l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle, on redéfinit pas seulement ce qu'on fait, on redéfinit comment on le fait. Et bien entendu, on redéfinit la position de l'homme dans cette posture de leadership et de collaboration. Alors, l'intelligence artificielle est clairement
euh, un outil, mais il va poser des enjeux et des questions clés sur, par exemple, qu'est-ce qu'on décide de déléguer à l'intelligence artificielle? Euh, Comment est-ce qu'on va pouvoir gérer, manager des équipes qui sont hybrides euh, entre machines et hommes. On aura une équipe d'hommes et on aura aussi ces machines à manager. Euh, Ça pose aussi la question, je pense, de pouvoir comprendre quels sont les enjeux éthiques. Euh, Comment créer ces équipes, comment les rendre collaboratifs. Et bien entendu, ça pose aussi les questions relatives au type d'emploi que l'on aura. Euh, j'ai j'ai listé, j'ai listé pour vous en fait quelques emplois. Alors, et ça, c'est une étude qui a été faite qui a été pas faite par le World Economic Forum, hein, qui explique que les emplois donc, qui vont tout simplement, euh, avec le temps, diminuer, ce sont tous les jobs d'assistants, euh, bien entendu, les caissiers, toutes les personnes qui rentrent des datas manuellement dans les systèmes, euh, les interfaces avec les banques, bien sûr, et puis tout ce qui est la poste. Et ça, c'est juste quelques exemples. Et puis, à côté de ça, il y a d'autres métiers qui vont se développer, tout ce qui est autour de la sécurité et de la data. Euh, les développeurs de l'intelligence artificielle et des technologies, euh, tout ce qui est relatif à la fintech, ce qu'on appelle la fintech et les ingénieurs de fintech, et puis aussi, bien entendu, le management de la data, comme on l'a vu plus tôt. Et donc, on va shifter en fait d'un monde où on est dans l'entreprise euh, connecté à un job et on est embauché pour certaines compétences, mais qui rentrent hein, dans une fiche de poste. Et on va de plus en plus aller vers la collaboration, la capacité à pouvoir travailler en équipe, à pouvoir se poser des bonnes questions, à être créatif, à trouver la solution à des problèmes complexes qui envisagent une vue un peu systémique de l'environnement, mais aussi du contexte dans lequel on est. Et donc, il va y avoir ce shift entre individu et collectif qui, à mon avis, va être absolument essentiel. Je voudrais juste faire une petite pause et peut-être prendre quelques questions. Hmm. Alors, Philippe, quand tu dis l'IA et le cobo numérique, est-ce que tu peux être un petit peu plus Oui, spécifique? oui, pendant très longtemps, la robotisation, c'était donc d'automatiser un système réputé fiable, un petit peu comme des données qui seraient correctes pour le numérique. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui l'IA, c'est pas la même prérogative ou je dirais la même logique de partir en disant je vais robotiser cette fois-ci évidemment les données numériques, mais en même temps je veux travailler avec. Donc c'est le cobo, c'est le robot qui est sorti de la cage en fait. Et Oui. donc ma question, elle est un peu là. C'est de dire, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une ère qui va être à la fois formatrice, mais aussi formatage de nos systèmes éducatifs. Oui, alors là, effectivement, ça, ça pose une question de ce formatage, hein, de la norme, de tendre vers la norme.
et qui peut-être me permet de rebondir sur justement la conclusion que je voulais faire sur cette présentation, Philippe, si tu le permets. Euh, c'est vrai que l'IA, en fait, devient un miroir amplifiant de ce qu'il y a de positif chez nous ou ce qu'il y a de négatif. Si tu peux aller à la page d'après, Robert, ça va amplifier notre capacité d'innovation et de création. Ça va nous permettre d'être de plus en plus efficaces, de plus en plus productifs. Mais bien entendu, on doit aussi vraiment garder cet esprit critique sur les biais et sur la discrimination possible par rapport à cause de l'IA et des inégalités dont je parlais en tout début de présentation. Euh, je pense que ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de cultiver la créativité, l'esprit critique, la capacité à se poser des bonnes questions. Et c'est vrai que en tant que en tant que maman de jeunes enfants, euh, je pense que l'éducation est face aussi à un paradoxe assez intéressant. On crée maintenant des IA qui permettent d'accompagner les enfants sur leur formation, qui s'adaptent à leur niveau, qui les challenge, qui créent des choses très positives et très dynamiques dans l'approche. Et les enfants ont envie d'apprendre. Euh, et en même temps, on parfois commence à faire l'impact sur des choses qui sont absolument essentielles. Euh, Par exemple, la mémoire. Euh, cette capacité à développer notre mémoire. Et ça, c'est des choses qui, d'un point de vue neurologique, doivent être créées tôt chez les enfants, euh, pour qu'on puisse ensuite, en tant qu'adulte, faire marcher cette mémoire. Et c'est un danger, à mon avis, absolument essentiel. Et je crois que c'est aussi de notre un des pouvoirs que l'on a, nous, en tant qu'adultes, de continuer à faire marcher notre propre mémoire, de continuer à lire, de continuer à être curieux et faire que nos enfants aient aussi ces envies-là et développent cette capacité à ne pas dépendre de la machine et surtout et surtout ne pas dépendre que aux réponses des machines. Euh, et c'est des enjeux absolument essentiels quand on regarde le sujet qui nous anime aujourd'hui de l'intelligence artificielle et le sociétal. Voilà, donc pour conclure, et avant peut-être de prendre d'autres questions, euh, je voulais juste faire un petit résumé des, des choses sur lesquelles on peut se questionner, et au niveau des individus, et au niveau des organisations, et au niveau de la société. Euh, je pense qu'en tant qu'individu, on a tous une responsabilité de comprendre à quel point est-ce qu'on veut utiliser l'intelligence artificielle, en tout cas dans la mesure où on a le choix. Euh, la deuxième chose, c'est en termes d'organisation, et organisation par organisation, ce que je veux dire, c'est entreprise. Où est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter de la valeur ajoutée que nous, humains, nous ne serions pas capables de, d'apporter et donc qu'allons-nous apporter en termes de valeur et je pense que là, on parle de collectif, on parle de se focaliser sur les problèmes, sur les challenges, sur les enjeux et donc de vraiment euh, à pouvoir
apporter de la valeur dans dans ces aspects-là. Et au niveau de la société, euh, quels sont les garde-fous dont on a besoin? Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que l'intelligence artificielle nous apporte de bon? Hein, les progrès fantastiques sur la médecine, les progrès aussi dans l'éducation, dans certaines industries. Enfin, c'est absolument extraordinaire. Et en même temps, il y a vraiment des enjeux absolument essentiels en termes éthiques, en termes de guerre, euh, en termes de pouvoir entre les nations. Et ça, c'est vraiment ces trois angles clés, me semble-t-il, qu'il faut que l'on on ne cesse de se questionner. Alors, Euh, Merci Anne. Alors, est-ce que dans le chat, il y a des questions, de nouvelles questions auxquelles tu voudrais répondre? Sachant qu'on a perdu un tout petit peu de temps parce qu'on a eu ce problème technique, oui, mais j'espère qu'on a réussi à enregistrer l'essentiel de ce que tu disais. oui. Mais c'est un sujet passionnant. Enfin, je ne peux que vous encourager d'être curieux, de regarder les points de vue, les autres. Je trouve que je n'ai pas la solution de est-ce que c'est plus positif ou plus négatif. Je n'ai même pas du tout. Enfin, les études sont très variées sur l'impact, sur les jobs. C'est pour ça que j'ai choisi de ne pas vous présenter de chiffres sur ça. Mais je pense que chacun d'entre nous doit vraiment se poser la question de, de qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle? Parce que, Alors, dans le chat, comment oui, il y avait dirais-je, justement, excuse-moi, je te coupe, j'en prie. il y avait un utilisateur de l'IA qui ne connaît pas le sujet qu'il questionne, court des risques sur l'appréciation des réponses. Absolument, on parle des biais, oui, absolument. D'où C'est-à-dire qu'en fait, nous, ce qu'on... l'importance, pardon. Hmm. Non, non, vas-y, vas-y. Oui, d'où l'importance de garder cet esprit critique, de continuer à aller dans plusieurs sources. Euh, il m'est moi-même arrivé hein, de questionner chat, d'avoir une réponse et d'être convaincu que c'était la bonne, alors qu'en fait, non, ça ne l'était pas. Donc, je pense que euh, il y a certaines choses qu'on peut faire pour mieux questionner l'IA. On peut apprendre à très bien prompter, on peut utiliser des sources différentes et puis on peut continuer à être curieux, à parler avec les gens, euh, à échanger des points de vue. Je crois que ça, c'est essentiel. Aller voir les experts. Voilà, ça ne, ce n'est en rien ça ne doit être, à mon avis, en rien un prétexte pour euh, euh, éviter le contact humain et les discussions importantes sur les sujets d'expertise. Alors, je pense qu'on a répondu à l'essentiel hein, en tout cas, des questions dans le chat. Bon, Tanan, c'est Emmanuel là encore. Désolé, c'est le serveur de ma société qui est tombé, donc voilà. Ça Je arrive. sais pas. Ouais, il y a une question là. Comment est-ce que vous voyez l'influence de l'IA sur les études de vos enfants? Ah, alors ça, c'est... Alors, il y a deux philosophies qui se... Alors, il y a certaines personnes qui disent qu'en fait, c'est plus la peine qu'ils étudient, ou en tout cas qu'ils fassent d'études supérieures, je rephrase, qu'ils fassent d'études supérieures. Alors, moi, je pense, enfin, moi, j'ai choisi de prendre le côté positif et je leur dis, choisissez les matières que vous aimez le plus et essayez de devenir très bon dans deux matières. Une de mes filles, elle veut être écrivaine.
et euh, elle ne sait pas trop ce qu'elle a envie de faire d'autre. Et ça pose des questions importantes. Est-ce que je l'encourage à écrire ou est-ce que je lui dis, mais utilise l'intelligence artificielle? J'ai choisi, elles sont relativement jeunes, hein. J'ai choisi pour le moment de lui dire, écris, écris, c'est extraordinaire. Je pense que ça sera les artisans probablement de demain. Euh, mais n'utilise pas l'intelligence artificielle maintenant. C'est un peu ça avec cette notion de qui peut le plus, peut le moins. Euh, euh, J'en ai une autre qui veut être scientifique ou architecte. Euh, Là, je l'encourage à non seulement à aller vers les maths et la science, mais aussi à savoir programmer. Euh, voilà, j'ai pas de réponse parfaite. Une chose est sûre, en tout cas, une des questions que je me pose, c'est si quelqu'un me dit demain je veux être médecin, je ne sais pas si je l'encouragerais à passer 7 ans de sa vie à étudier la médecine telle qu'elle est enseignée aujourd'hui à l'université. Parce que je pense qu'un des grands challenges que l'on a, c'est que les universités ne sont pas toujours euh, à jour sur cette intelligence artificielle. Et c'est ma vision très personnelle, hein, que je partage. À ce sujet, Anne, j'ai le témoignage d'un ami qui avait un élève qui réussissait moyennement, même pas très bien, et qui depuis un an utilise l'IA, a de bonnes notes, mais ce père s'interroge sur d'où viennent ces notes. Et on a aussi une question vis-à-vis du corps professoral. Comment, comment maintenant contrôler la plupart des étudiants? Enfin, contrôler. Vérifier que ces étudiants, c'est bien leur potentiel, leur travail à eux que l'on évalue. Est-ce que c'est pas autre chose? Et ils auront de moins en moins les moyens de vérifier tout ça parce que maintenant, c'est devenu une pratique très courante. Bien sûr. Mais qu'est-ce que sera pensé demain? Qu'est-ce que sera créé demain? Qu'est-ce que sera connaître demain? Voilà, ça pose vraiment des questions intéressantes euh, et fondamentales à mon avis. Non, mais comme tu l'as dit, il y a peut-être que l'IA introduit aussi un décalage entre les populations de nos pays bien développés et les autres populations. Alors, est-ce qu'on aura finalement des populations du tiers-monde qui deviendront par définition plus intelligentes que nous? Bien, J'ai une question, Anne, qui reprend Oui, un petit peu ce que dit Robert. Euh, Pendant très longtemps, moi, j'ai pensé que l'IA et l'homme, c'était l'homme augmenté. Aujourd'hui, puisque j'enseigne aussi donc à des diplômés Bac plus 5 et au-delà, est-ce que c'est pas l'homme diminué qui est le risque de demain, avec la perte de nos fonctions cognitives? et bon. alors, euh, il y a deux choses. Il y a peut-être la perte des fonctions cognitives et puis il y a la perte du sens de l'effort. Et je pense que cette notion de l'effort, c'est une des valeurs clés pour la société de demain aussi. Euh, Hmm. Oui, merci pour la réponse. Je vous propose, alors sur cette conclusion, très belle conclusion de Anne, on va pas baisser les bras. On a toujours un rôle à jouer dans la société et l'IA ne remplace pas ce rôle. Alors, Absolument. pour passer à la présentation de Philippe, ben, tu as pris la parole. Donc, Philippe, tu la gardes Oui, un certain temps. Et puis, bon, s'il y a des questions, je bouclerai avec Emmanuel, voir
où on en est côté enregistrement et ce qu'il aura lieu peut-être de dupliquer par un email ou une réponse écrite à tous les participants. Euh, Philippe, à toi. Alors oui, alors merci Robert, merci Yann. Alors moi j'ai le meilleur moment en fait puisque je suis dans les solutions. C'est-à-dire que je ne suis pas dans le questionnement, je suis dans quelles réponses on peut déjà donner avec les outils d'aujourd'hui. Donc si tu peux avancer, Robert. Alors nous avons créé il y a quelque temps une carte, une espèce de carte heuristique, alors que vous trouverez, on vous enverra le lien, hein. Une carte heuristique qui permet pour chacun des membres, camarades, membres de l'alumni et autres, hein, puisque c'est diffusé en un petit peu en dehors, il y a des liens hypertextes qui vont vers les plus grands sites, donc à disposition, que ce soit BPI France ou d'autres aides. L'intérêt, c'est que c'est en temps réel. Donc, quand vous cliquez sur un lien hypertexte, eh bien, vous avez la dernière version à la date du jour. Donc, vous pouvez y revenir. Ça marche relativement bien. Et donc, je vais vous parler, puisque c'est évidemment la réponse des arts et métiers sur les enjeux d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Donc, comme toutes les grandes écoles, elles s'interrogent et elles donnent des solutions. Donc, on a ce qu'on appelle le projet ELF. Le projet ELF, c'est ce qu'on appelle la transformation. C'est la transformation donc de tous les centres arts et métiers avec les nouveaux outils qui seraient les jumeaux numériques, les outils de l'intelligence artificielle, bien évidemment, générative, mais pas uniquement, hein, puisqu'il y a un peu au-delà. Mais c'est la transformation vers les briques de l'industrie du futur. Donc c'est un projet qui est en forme, hein, et qui fonctionne très bien et qui permet aussi de dire que face aux défis d'aujourd'hui et de demain, on a déjà les réponses. Donc on est en train de mettre en place une transformation des centres et pour apporter aux élèves d'aujourd'hui, puis de demain aussi, eh bien, je dirais tous les outils et toutes les briques technologiques qui peuvent apporter réponse pour tous les défis, qu'ils soient environnementaux, techniques, technologiques, intellectuels, et j'en passe. Si tu peux passer au suivant, Robert, donc il y a ELF qui est porté par les arts, mais on a aussi un autre truc qui permet de répondre tout de suite à quelque chose que Anne nous a évoqué, c'est l'acculturation ou la formation. Et les arts et métiers, hein, donc notre grande école, est déjà donc dans le demain et dans le futur, puisqu'elle est au board, donc elle accompagne la transformation. Et le projet CARE, c'est l'enjeu d'acculturer tous les étudiants, mais aussi toutes les entreprises et toutes les personnes qui le souhaitent, avec le CNAM, avec d'autres organismes. On a d'autres grandes écoles, mais on a aussi l'IESF, dans les projets de formation pour acculturer tous les acteurs d'aujourd'hui et de demain sur les enjeux de l'IA, des IA. Et ça reprend un peu le thème que Anne évoquait et que nous évoquions dans nos questions, à savoir quelle éthique d'aujourd'hui et de demain, quels outils, qu'est-ce qu'il faut garder, c'est-à-dire quelle fonctionnalité il faut absolument conserver, comme le rappelait Anne avec ses enfants, continuer à apprendre à écrire, continuer à prendre des notes, continuer à, évidemment la lecture, le sens de l'effort, le goût de l'effort, mais aussi le fait qu'il faut former tout le monde aux outils pour pas qu'il y ait demain une rupture et donc des gens qui seraient entre guillemets extraits de la numérisation, de la digitalisation et l'utilisation de l'IA. Donc le projet CARE, dans lequel les arts sont extrêmement investis, font qu'aujourd'hui, on a des réponses très positives sur le demain ou après-demain. Moi, je suis très optimiste quand je vois la jeune génération d'ingénieurs. Je suis très, je dirais, optimiste aussi quand je vois les jeunes dans les autres organisations et pas que l'école. Ils s'impliquent dans des formations, ils s'impliquent dans les associations. Je pense qu'il faut qu'on leur redonne le goût de faire, en fait. Et l'école le dit souvent, c'est du faire au savoir, mais avec savoir-faire. Et je pense que l'enjeu, c'est pour les jeunes, c'est d'avoir le goût de faire et de contribuer. Je pense que tant qu'on aura l'envie d'être acteur du monde de demain, je pense qu'on aura toujours positivement l'optimisme d'y aller. En fait, il faut oser. Voilà. Le vrai terme que je mettrais aujourd'hui, quand on voit les deux slides de ELF et de CARE, c'est qu'on est dans l'envie de réaliser. Et je pense que tant qu'on aura l'envie de réaliser, on sera la bonne réponse aux défis qui nous attendent. Et les défis sont nombreux.
Donc, je pense que vous irez voir les liens, hein. Je pense que je dirais les sites donc du projet CARE et ELF parleront mieux que moi de la réponse face aux défis qui nous sont proposés aujourd'hui, mais qui nous attendent aussi demain. Est-ce que vous avez des questions? Parce que sinon, je considère que avec l'intervention d'Anne, avec le rappel de Robert, les questions que Dominique nous a rappelées, je pense qu'on est à même de faire et de relever largement les défis qui nous sont proposés. Voilà. Anne, s'il y a une autre question suite à ta présentation, tu peux nous rappeler ton adresse email à laquelle on va t'écrire? Oui, vous pouvez m'écrire à anne.duhamel@arcles.com. Très bien. Merci Anne. Ben, Et écoute, avec merci plaisir. encore, Ou par Anne. LinkedIn, c'est aussi très facile. Très bien. En tout cas, on t'encourage à continuer tes recherches et puis à nous alimenter en idées très importantes pour, comme je l'ai dit, la communauté Gazar, c'est une communauté où il y a pas mal, je dirais, d'acteurs industriels. Et ce qui compte pour nous, c'est un peu ce que tu as rappelé pour les entreprises, hein, c'est bien réfléchir à comment on fait pour implémenter, utiliser l'IA et réfléchir. C'est pas perdre du temps, c'est se poser des bonnes questions pour apporter de bonnes réponses. Je vous remercie tous. Je vous donne pas de rendez-vous dans les semaines qui viennent parce que on arrive à la fin de l'année. Mais de notre côté, on a l'ambition de reprendre ce rythme de rendez-vous tous les, je dirais, à minima, tous les trimestres. Donc, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine rencontre. À bientôt.